t'as rien compris au Petit Prince. Tu dois te dire que le Petit Prince c'est juste le livre que lisait ta mère avant que t'ailles dormir, que c'est l'histoire d'un petit enfant blond qui traverse l'espace à la recherche d'un ami, que c'est un livre nostalgique qui rappelle aux adultes que l'enfance était mieux, et que c'est en somme un très bon conte pour enfants. Pourtant c'est bien plus que cela. Le Petit Prince est un monument de la littérature, qui est bien plus complexe et profond qu'il en a l'air. À l'intérieur se cachent des messages universels qui touchent tout le monde et qui sont souvent mal compris. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi il y avait exactement 3 baobabs qui menaçaient l'astéroïde du Petit Prince? Pourquoi le serpent est la première et la dernière personne à qui parle le Petit Prince sur Terre? Bref, moi c'est Aristan et aujourd'hui je vais vous dévoiler le vrai sens du Petit Prince. Pour résumer l'histoire, on suit Saint-Exupéry, un aviateur qui s'est craché dans le désert. Et alors qu'il dormait, un petit garçon arriva et lui dit ceci. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Bon, je sais pas comment il a fait pour ne pas flipper sa race, car quand t'es à 100 miles de toute civilisation et que tu tombes sur un garçon qui veut un mouton, à sa place je lui aurais juste mis un pied-bouche pour qu'il aille compter ces derniers. Après ça, le Petit Prince commence à lui raconter son histoire, qu'il vient d'un astéroïde où il y a des baobabs qui menacent sa planète, qu'il était très attaché à une rose, qu'il a voyagé sur 6 planètes habitées par des adultes très étranges avant d'arriver ici. Et avant d'aller plus loin, il faut que je vous montre un dessin. Ok, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voyez ici? Bon, là une majorité de personnes vont me dire que c'est un chapeau, mais c'est pas du tout ça. En vérité, c'est un éléphant qui s'est fait manger par un boa. Et en vrai, faut que je vous le dise, tout à l'heure je vous ai menti. Le livre ne commence pas sur Saint-Exupéry qui se crache dans le désert, mais commence bien par lui enfant qui montre son premier dessin aux adultes et qui lui répondent tous « Bah, c'est un chapeau ». Et vous êtes en droit de vous demander pourquoi j'écoute un guignol qui me parle de boa et d'éléphant? Eh bien car c'est justement l'un des thèmes centraux de l'œuvre, les grandes personnes. Pour comprendre ce qui ne va pas chez les grandes personnes, on va voir ce qui s'est passé sur les 6 planètes que le Petit Prince a visitées. Ok, il arrive en premier sur la planète d'un roi, qui selon lui peut tout gouverner et tout homme est son sujet. Le Petit Prince a l'habitude de pouvoir voir un coucher de soleil de n'importe où sur son astéroïde. Il demande donc au roi d'ordonner le soleil de lui offrir un magnifique coucher. Ce dernier lui répond qu'il en est bien sûr capable, mais qu'il faudra attendre 7h40 du soir. Le Petit Prince n'attend pas, il repart en se disant que les grandes personnes sont bien étranges. Sur la deuxième planète, il rencontre un vaniteux, qui veut absolument qu'on l'admire. Pourquoi? Car il veut qu'on l'admire. Bon, après cela, il atterrit sur la planète d'un ivrogne, qui boit pour oublier qu'il a honte de boire. Bon, apparemment, la logique n'est pas forcément au rendez-vous pour ces personnes, mais on étudiera leur cas ultérieurement. Sur la 4ème planète, il rencontre un businessman qui compte les étoiles sans arrêt. Il est obnubilé par les chiffres et ne voit qu'à travers leur prisme. Il pense qu'en écrivant quelque chose sur un bout de papier, il peut posséder les étoiles. Et il répète sans arrêt qu'il est un homme sérieux et qu'il n'a pas le temps pour ses gamineries. Encore une fois, le Petit Prince trouve les grandes personnes bien étranges. Sur la 5ème planète, il tombe sur un allumeur de réverbère, qui rallume et éteint le réverbère sans arrêt car les journées ne durent qu'1 minute sur sa planète. Pour le Petit Prince, ce que faisait ce monsieur était totalement absurde. Et en vrai, je pense qu'on est tous du même avis. Et enfin, sur la dernière planète, il tombe sur un géographe. Ce dernier lui demande comment est sa planète. Le Petit Prince lui dit qu'il y a une rose, sauf que bien sûr, le géographe ne va pas la noter car la rose n'est pas éternelle. Ok, là tu dois te dire que tu as sûrement tout compris. Qu'en fait, toutes les personnes que croise le Petit Prince jusqu'à maintenant n'ont pas été créées par hasard, qu'ils représentent tous un caractère de l'être humain poussé à leur paroxysme. L'autorité toute puissante, la vanité, l'addiction, les chiffres, l'obéissance aveugle et la non-action, qu'ils sont uniquement obnubilés par eux, ne parlant que d'eux ou s'intéressant au Petit Prince uniquement pour leur propre intérêt, que Saint-Exupéry à travers ça veut nous montrer qu'il ne faut pas tomber dans ces travers de l'espèce humaine car ils sont tout simplement ridicules. Alors oui, si t'as trouvé ça, t'as raison. Mais un message est bien plus universel et on le retrouve dans chacune des interactions du Petit Prince. Et pour mieux le comprendre, il faut que je vous ramène au chapitre 4 avec l'un de mes passages préférés du livre. Le narrateur raconte comment l'astéroïde du Petit Prince a été découvert. C'est un astronome turc suite à de longues observations et beaucoup de calculs qu'il a réussi à identifier l'astéroïde B612. Il présente donc sa découverte lors d'un prestigieux congrès de sciences, mais tout le monde fit uniquement attention à sa tenue traditionnelle turque. Quelques années plus tard, il refera la même démonstration en habit européen et fut acclamé par tous pour sa découverte. Ce passage au début de l'œuvre révèle une chose très importante. Les grandes personnes ne se concentrent pas sur les choses essentielles. C'est ce point commun qui se retrouve entre toutes les personnes qu'a rencontré le Petit Prince jusqu'à maintenant. Chacun des rôles choisis par le personnage sont totalement vides de sens. Le roi n'a pas de sujet et ne contrôle absolument rien. Le vaniteux n'a pas d'admirateur. Le businessman ne possède en réalité aucune étoile. Le géographe n'a jamais voyagé. Ces derniers se sont enfermés dans un travail en s'auto-persuadant qu'ils ont une réelle utilité, que ce qu'ils font est quelque chose de sérieux et d'adulte. Mais Saint-Exupéry nous montre bien que ces obsessions qu'ont les adultes sont néfastes et même futiles. Personne n'a envie d'allumer des réverbères et les éteindre toutes les 5 minutes. Ça n'a aucun sens. Pourtant, la plupart des adultes sont justement bloqués dans un travail tout autant vide de sens. Tu penses être différent? Ok, faisons une petite expérience. Si je te dis que j'ai acheté récemment une maison très jolie avec de belles fenêtres et de beaux murs, tu vas me dire ok super, mais ça ne
t'intéressera pas plus que cela. Et si maintenant je te dis que j'ai acheté une maison à 50 millions d'euros, là directement tu vas être choqué et te dire qu'elle doit être magnifique, super grande et tout ça. Tu réfléchis comme un adulte. Tu ne vois tout qu'au prisme des chiffres. Plus on grandit, plus on essaie de tout convertir en valeur monétaire. Y a qu'à voir les mecs au lycée qui vont te parler de régulation du marché pour simplement dire qu'ils vont parler à des meufs. Finalement, Le Petit Prince n'est clairement pas un livre pour enfants. Il est même fait pour les adultes, ou plutôt pour réveiller l'enfant qu'il y a dans les adultes. Car l'enfant a l'esprit ouvert et prêt à t'accepter n'importe quelle idée, n'importe quelle croyance. Il est toujours prêt à changer pour le meilleur. Alors que l'adulte, lui, est fermé d'esprit, bloqué dans ses croyances et dans ses habitudes. Il n'est plus capable d'utiliser la réflexion pour améliorer sa vie. C'est quand la dernière fois que tu t'es demandé pourquoi le ciel est bleu? Que tu t'es demandé pourquoi tu vas t'asseoir 5 jours sur 7 dans une salle avec 30 personnes pour apprendre des propriétés mathématiques qui ne te serviront probablement jamais à rien. Saint-Exupéry va contre la pensée courante. C'est l'enfant, en posant des questions inutiles et en étant curieux pour n'importe quoi, qui pousse à la réflexion, alors que le soi-disant sérieux de l'adulte le pousse à s'enfermer. Le but du livre est donc d'éveiller notre esprit d'enfant afin d'aller se concentrer sur l'essentiel. Et ok, depuis tout à l'heure je parle de cette notion d'essentiel. Vous inquiétez pas, on va y revenir très vite, mais retournons là où nous étions dans le livre. Ok, donc le Petit Prince arrive sur Terre au chapitre 17 et rencontre en premier le serpent. Le Petit Prince s'étonne de ne croiser aucun homme aux alentours. Le serpent montre l'étendue de sa puissance et explique au Petit Prince que s'il veut, il peut l'aider à rejoindre sa planète. Dans le désert, il tombera dans une grande phase de solitude. Il ne croisa personne, cria dans les montagnes, mais il n'eut comme réponse que l'écho de sa voix. Mais après avoir traversé des kilomètres de sable, il se retrouve enfin devant un jardin de roses. Et à cette vue, il est directement malheureux. Ok, j'ai volontairement omis un détail dans l'histoire, donc revenons en arrière au chapitre 8. Pourquoi le Petit Prince était parti de son petit caillou si paisible? C'est à cause d'elle. Oui, toute l'aventure que je vous raconte depuis le début est due à cette rose. Bon, déjà vous avez compris, mais le Petit Prince peut parler avec n'importe quoi, un animal, une fleur, un homme, bref. Il va très vite construire une relation romantique avec cette rose. Oui, bon, un petit garçon et une rose en couple, posez pas trop de questions à SVP. Sauf que la rose se trouve être extrêmement exigeante avec le Petit Prince, lui réclamant tout le temps son attention pour le protéger, lui faisant des caprices et répétant qu'elle est unique au monde. Très vite, elle commença à mentir au Petit Prince pour capter son attention. Lassé par l'attitude de la rose, il décida de partir à l'aventure pour chercher un ami. Bon, la rose a un rôle très important dans l'histoire. Comme je l'ai dit, sans elle, le Petit Prince n'aurait jamais fait son voyage et n'aurait jamais rencontré Saint-Exupéry. Mais c'est aussi elle qui le pousse à la réflexion et au changement. Et c'est normal, c'est le premier vrai amour du Petit Prince, la première personne avec qui il crée des liens. Avant cela, il n'était pas forcément différent des hommes qu'il a rencontrés pendant son voyage, car à part regarder des couchers de soleil et déraciner les baobabs, il ne faisait pas grand chose. Tiens, justement, les baobabs, parlons-en. Quand on lit pour la première fois le livre, les baobabs sont assez anecdotiques. On se dit qu'ils sont là pour ajouter un effet comique et surréaliste, car un enfant extraterrestre venu demander à un mouton pour manger des baobabs risquant de détruire son astéroïde, ouais, même moi en relisant mon texte, ma phrase me paraît absurde. Pourtant, il a des idées qui sont transmises à travers ces baobabs. Il représente les mauvaises idées ou croyances qui peuvent germer et qui, si elles ne sont pas enlevées à temps, ne peuvent plus être déracinées. Pourtant, en début de vidéo, je vous ai dit qu'il y a une signification en fait qu'il y a exactement 3 baobabs. Bon, en vrai, vous pouvez le trouver tout seul. Je vous donne un indice, le livre est publié en 1943. Les 3 baobabs représentent bien sûr les 3 dictateurs avec une grosse moustache dont je ne citerai pas le nom pour pas être censuré par YouTube. Saint-Exupéry critique la manière dont on a laissé ces idées extrêmes s'implanter dans le débat public, jusqu'à les laisser prendre complètement le dessus. Bon, on s'égare un petit peu, donc revenons-en à l'histoire. Du coup, je disais que le Petit Prince, en voyant toutes ces roses, il se rend compte que la sienne n'est pas unique comme elle le prétendait. Il comprend qu'il existe des milliers et des milliers de fleurs sur Terre. Il pleure, mais pense quand même à elle. Et en vrai, on le comprend, on a tous déjà un peu vécu cette situation. Quand ton pote te dit une de perdue, 10 de retrouvée, à ce moment, tu ne penses qu'à une seule. Mais c'est là que le Petit Prince fait une rencontre décisive au chapitre 21, celle avec le renard. Le Petit Prince lui propose de jouer avec lui, mais le renard lui explique qu'il doit d'abord l'apprivoiser. Que là, maintenant, il n'est pas différent de n'importe quel autre petit garçon. Et que lui-même n'est pas différent des autres renards. Mais c'est en créant des liens qu'il va pouvoir se différencier des autres petits garçons. Donc petit à petit, les deux se rapprochent, s'apprivoisent, s'apprécient et au moment de partir, le renard lui dit de retourner voir les fleurs. Et là, c'est le déclic. Les roses ont beau être semblables, elles sont vides. Sa rose est bien unique au monde car le lien qu'il a avec elle l'est aussi. Il retourne voir le renard pour lui dire adieu et il lui raconte son secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ok, bon maintenant faut vraiment que je vous explique c'est quoi l'essentiel dont je parle depuis le début. Mais en vrai, il est possible que vous ayez déjà compris. Ce qui est de plus important, ce ne sont pas les choses matérielles qu'on peut acheter, vendre, etc. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui est immatériel, comme l'amour ou l'amitié. Quand tu es petit, les seules choses qui t'intéressent, c'est de passer de bons moments avec tes amis et savoir si c'est réciproque avec ta crush. Plus on grandit, plus tout ça passe au second plan. On va se concentrer sur nos études pour avoir de bonnes notes qui perdront toute leur valeur d'ici 2 ans. On travaille toujours plus pour avoir de l'argent, qu'on réinvestit pour avoir de l'argent, bref, on perd de vue
vu ce qui nous rend vraiment heureux. Qui n'a jamais été nostalgique de cette période insouciante de l'enfance? Qui n'a jamais dit on n'avait aucun problème à cette époque? Eh bien c'est exactement ce que nous montre le Petit Prince. En se concentrant sur l'essentiel, notre vie ne peut être que meilleure. On peut même faire un parallèle avec l'allégorie de la caverne de Platon, que j'explique dans cette vidéo. Platon considérait lui aussi que les choses essentielles étaient immatérielles, et que pour atteindre le bonheur, il faut se concentrer uniquement sur ces dernières. Le Petit Prince n'est donc pas là uniquement pour réveiller l'enfant en nous, mais pour nous ouvrir les yeux sur ce qui compte vraiment, nous révéler la stupidité de nos comportements d'adultes. Bon là je sais qu'il y aura 2-3 commentaires qui vont me dire moi je savais déjà tout ça sur le Petit Prince, hein, ta vidéo elle est nulle, elle sert à rien, pouce rouge. Ok, tout ce que j'ai dit en vrai, si tu connais bien le Petit Prince, tu le savais déjà. Mais mon cher hater, la vidéo est aussi là pour ceux qui n'ont pas bien compris ou qui ne connaissent pas le Petit Prince. Et reste bien jusqu'à la fin, je pense pouvoir te montrer une interprétation que tu n'avais jamais vue. Sur ce, reprenons là où nous nous étions arrêtés dans le récit. Juste après avoir quitté le renard, le Petit Prince rencontre l'aiguilleur. Il trie les voyageurs par paquets de miel et les envoie soit à droite, soit à gauche. Le Petit Prince trouve tout ce beau monde bien pressé et demande à l'aiguilleur s'ils sont contents de là où ils sont. Il lui répond cette phrase: on n'est jamais vraiment heureux là où on est. Bon, clairement, j'ai pas besoin de vous expliquer en quoi cette phrase rejoint ce que j'ai déjà dit. Ça soulève bien le problème qu'on est toujours insatisfait et jamais content de là où on se trouve. Et ce que je trouve drôle, c'est que Saint-Exupéry a écrit cela en 1943. Et cette phrase n'a jamais été autant d'actualité en 2025. Tout le monde veut toujours plus et n'est jamais satisfait, moi y compris. On est au chapitre 24. Le Petit Prince a fini de raconter toutes ses péripéties à l'aviateur qui n'a d'ailleurs plus d'eau. La situation semble désespérée, sauf que le Petit Prince a une idée: marcher pour trouver un puits. Alors, autant vous dire que trouver un puits d'eau dans un désert à 100 miles de n'importe quelle civilisation humaine, c'est pas le meilleur des plans. Pourtant, il marche pendant des heures jusqu'à ce que la nuit tombe. D'ailleurs, si vous êtes un jour coincé dans le désert, c'est la pire chose à faire. Il faut marcher la nuit et ne surtout pas bouger la journée pour éviter la déshydratation. Du coup, il s'assoit, regarde les étoiles ensemble et le Petit Prince lui dit ceci. Et ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Faut comprendre un truc avec le Petit Prince, c'est que le récit est très symbolique. On l'a vu avec les baobabs ou le serpent, ils sont la représentation de quelque chose. Donc pour comprendre ce qu'est le désert, il faut comprendre son symbole. C'est quoi la particularité du désert? On a déjà dit que c'était à 100 miles de n'importe quelle civilisation humaine. Ok, je crois que j'ai trouvé. C'est la solitude. Le fait est que l'aviateur, avant de croiser le Petit Prince, est seul. Ils sont isolés de toute personne ou distraction. C'est un moment propice pour son introspection. La phrase que j'ai dit tout à l'heure aurait pu être: ce qui embellit la solitude, c'est qu'il y a un puits quelque part. Bon, vous allez me dire que quand vous vous sentez seul, vous n'avez rien à faire de trouver un puits. Et je suis du même avec vous. Pourtant, être isolé peut avoir des effets bénéfiques. Qui n'a jamais eu une idée qui lui traverse l'esprit alors qu'il prend sa douche ou qu'il marche seul? Clairement, le désert représente un moment qu'on vit tous dans notre vie, l'introspection. On se cherche, on se fouille, on y cherche un puits et surtout on avance. Et si vous voulez savoir, oui, ils l'ont trouvé ce puits, en plein milieu du désert. Ils peuvent maintenant boire et la survie de l'aviateur est assurée. Car oui, je ne l'ai pas précisé, mais le Petit Prince n'a pas réellement besoin de boire ou manger pour survivre. L'aviateur est maintenant apaisé. Pour autant, c'est bientôt l'anniversaire de l'arrivée du Petit Prince sur Terre. Ce dernier veut retourner auprès de sa rose, retourner sur son astéroïde, et ils savent tous les deux ce que cela implique. L'aviateur revient le lendemain pour dire adieu au Petit Prince. Le Petit Prince se laissa mordre par le serpent et tomba sans un bruit sur le sable. Le lendemain, l'aviateur ne trouva pas son corps. Il était bien retourné auprès des siens. Et en vrai, là, vous devez sûrement vous demander un dernier truc. Pourquoi il avait besoin de se tuer pour retourner sur l'astéroïde? Pourquoi il n'est pas simplement reparti avec le groupe d'oiseaux migratoires? Et c'est vrai qu'à la fin de ma première lecture, je me suis posé la même question. Ça n'avait pas trop de sens à mon goût. Sauf que, dans ce livre, tout marche avec des symboles. Faut juste comprendre la symbolique derrière ce choix de la mort du Petit Prince. Et j'ai trouvé 3 interprétations, à vous de me dire ce que vous en pensez. La première, le Petit Prince est en dépression. Bon, celle-là paraît un petit peu tirée par les cheveux, mais écoutez-moi 2 minutes. Petit Prince, pendant toutes ses péripéties, il va avoir de nombreuses déceptions. Il cherche un ami mais ne trouve personne. Il se rend compte que sa rose n'est pas unique. Il est obligé de quitter le renard, un ami qu'il s'est fait. Et on souligne de nombreuses fois dans le livre que le Petit Prince est souvent mélancolique. Mais bon, on va pas se mentir, cette analyse elle est un peu foireuse. Déjà car le Petit Prince a la plupart du temps un ton joyeux. Et surtout car la mort n'est pas une fin pour lui, mais juste un moyen de retourner chez lui. Ok, donc cette théorie elle marche pas. Regardons la deuxième. La mort représente son passage à l'âge adulte. Ok, ça c'est déjà plus intéressant. On voit tout au long du récit que le Petit Prince apprend énormément. Sur lui-même, sur les hommes, sur les relations, etc. Il accumule énormément de sagesse, même sûrement plus que certains adultes. Mourir lui permettrait donc de devenir plus grand. Quand il dit que son corps est trop lourd, il montre bien qu'il doit se détacher de son corps d'enfant pour atteindre un nouveau statut. Ok, cette analyse est totalement recevable, entendons-nous bien. Mais j'ai une troisième analyse, et celle-là, je pense que peu de personnes y avaient pensé auparavant. Bon, résumons la vie du Petit Prince. C'est un homme venu d'ailleurs, extrêmement sage, et surtout pur et innocent, capable de miracles comme parler aux animaux ou trouver de l'eau en plein désert. Il est capable de reconnaître les défauts des hommes, mais les admire quand même. Il fera une traversée du désert dans laquelle il n'aura ni besoin de boire, ni besoin de manger. Puis il mourut pour retourner chez lui là-haut, et après sa mort, son corps a disparu. Bon, ça peut paraître bizarre,
l'histoire, mais osez me dire qu'il n'y a aucune ressemblance entre ce récit et celui de Jésus. Peut-être que dans un sens, Saint-Exupéry a voulu créer une sorte de messie, venu réveiller l'âme d'enfant en nous. Bon ok, je suis peut-être parti très loin pour cette analyse, mais je suis sûr que c'est acceptable. Et surtout, c'est presque impossible de résumer tous les thèmes qu'aborde le Petit Prince dans cette vidéo. Ce roman est fascinant par la complexité de ce qu'il raconte et par la simplicité de son langage. En plus, le livre est super court et simple à lire. Enfin bref, sur ce c'était Arisand et je vous dis à la prochaine.